J'aimerais maintenant rentrer dans un sujet sur lequel vous êtes connu, reconnu. C'est la thématique de la motivation, le désir d'apprendre, le fameux vouloir apprendre. Ça reste, je pense, un des premiers leviers sur lesquels un enseignant a envie d'agir pour ensuite intégrer d'autres leviers. En tant que formateur, qu'importe si on a des apprenants adultes, enfants, qu'importe l'âge, comment on fait pour motiver? Il y a plusieurs facteurs qui influencent la motivation. La motivation, c'est vraiment un sujet complexe. Je peux essayer de mettre en évidence certains éléments qui peuvent avoir un impact sur la motivation, mais ce n'est pas nécessairement facile, la question de la motivation. Même la définition même de motivation, ce n'est pas si évident que ça. On ressent tous ce qu'est la motivation, l'idée qu'on va faire des efforts, qu'on va persévérer dans le temps, mais ce n'est pas toujours facile. Je pense qu'une façon intéressante de définir la motivation, c'est de dire c'est un désir ou une volonté qui mène quelqu'un à agir pour atteindre un but malgré les efforts à accomplir. Parce qu'en fait, si on peut accomplir une tâche, on peut atteindre notre but sans trop faire d'efforts, ben, l'idée de motivation est plus ou moins pertinente. On n'a pas vraiment besoin de motivation à ce moment-là. La motivation est très associée à l'effort. Et l'effort, on ne le fait pas toujours spontanément. Hein? On ne fait pas des efforts pour faire des efforts. On fait des efforts parce qu'on pense que ça va nous apporter quelque chose. Et lorsqu'il est question de motivation, donc cette question d'effort et cette question du résultat qui découlerait de l'effort est assez importante. Pour être motivé, on fait ce qu'on pourrait appeler une espèce de calcul coût-bénéfice. On regarde ce que ça va nous coûter pour accomplir l'objectif en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'effort. Puis on remarque, on essaie de regarder aussi qu'est-ce que ça va nous apporter comme bénéfice. Au bout du compte, si je fais ces efforts-là, qu'est-ce que ça risque de m'apporter? Et si on veut favoriser l'apprentissage, et plus spécifiquement la motivation, il faut essayer d'agir sur ce rapport coût-bénéfice en essayant de bien rendre, essayer de rendre le plus concret possible cette idée de bénéfice. Okay? Je vous donne un exemple. Si on doit apprendre quelque chose et que pour apprendre cette chose-là, il va falloir s'engager à écouter, à faire des exercices, à travailler et donc à fournir des efforts, ben, avant de faire ces efforts-là, je dois me poser la question, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et cette question qu'on se pose, parfois, on se pose consciemment, mais parfois un peu inconsciemment. Et là, il y a un élément qui est assez important, c'est si on croit qu'on va y arriver, on a beaucoup plus de chances de faire les efforts requis puis d'être motivé. Hein? Dans un contexte scolaire, dans un contexte d'apprentissage, ben, si on croit que nos efforts, nos exercices, notre écoute, notre attention va mener à un apprentissage, va mener à nous améliorer, ça devient assez déterminant. Fait que la croyance qu'il est possible de s'améliorer, c'est un des facteurs qui est assez important pour la réussite. Hein? Si on croit qu'on peut s'améliorer, on a plus de chances de faire des efforts puisque on pourra avoir une conséquence positive de nos efforts. Nos efforts ne serviront pas à rien. Si on ne croit pas qu'on peut s'améliorer, pourquoi on ferait des efforts? Ça serait une perte énergétique pour le cerveau, je dirais. Hein? Donc, jusqu'à un certain point, on ne veut pas dépenser d'énergie pour rien. C'est presque une raison essentielle à la survie, je dirais. Donc, on veut dépenser notre énergie lorsque c'est nécessaire et lorsque ça va rapporter quelque chose, en fait. Donc, vraiment, là, pour motiver, il faut essayer d'agir sur ces composantes-là. Puis je vous dirais plus concrètement, l'une des choses, c'est d'essayer de mettre l'accent sur le fait que la réussite à une tâche et l'atteinte d'un objectif est un processus avant tout. C'est-à-dire que pour arriver à s'améliorer, pour être meilleur, pour devenir compétent, ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Et quand on a conscience que si on n'arrive pas à accomplir une tâche à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait ce qu'il fallait en termes d'exercice, d'activation, de réflexion pour pouvoir y arriver. Je vous dirais, c'est une bonne composante d'associer la réussite à un chemin, un parcours, un processus qu'on peut prendre et qui va nous permettre éventuellement de réussir. Une autre chose qu'on peut faire aussi pour favoriser la motivation,
puis toujours d'agir sur cette idée qu'on peut s'améliorer, c'est de parler de la neuroplasticité du cerveau. Lorsqu'on sait que notre cerveau n'est pas fixe, qu'il peut changer, à condition bien sûr de s'exercer, d'écouter, de s'entraîner, à ce moment-là, ben là, on a plus tendance à croire qu'il est possible de s'améliorer et que conséquemment, nos efforts, nos exercices vont donner quelque chose, vont nous permettre de nous améliorer, de développer nos connaissances, nos compétences. Pourquoi? Parce que le cerveau est capable de neuroplasticité, donc cette capacité à changer les connexions neuronales dans notre cerveau pour développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Donc, ça, c'est un deuxième aspect, savoir que le cerveau est capable de neuroplasticité. Une dernière chose, je vous dirais, c'est que si on veut favoriser la motivation, il faut que les activités d'apprentissage ne soient ni trop faciles ni trop difficiles. Quand c'est trop facile, on a plus ou moins de plaisir ou de satisfaction à la suite de la réussite, mais quand on accomplit une tâche qui est assez exigeante, qui représente un certain défi et qu'on la réussit, ça, c'est intéressant pour le cerveau. Le cerveau active une région qu'on appelle le striatum, il y a du relâchement de dopamine dans le cerveau. Ça crée un sentiment de plaisir et de satisfaction. Et d'ailleurs, vous savez que quand on réussit quelque chose en particulier qui représente un défi, on peut être très content d'avoir réussi cette chose-là. On a un sentiment vraiment comme d'accomplissement, de fierté jusqu'à un certain point. Et ça peut stimuler la motivation. Donc, autrement dit, l'une des façons de stimuler la motivation, c'est de s'arranger pour que les apprenants réussissent. Et pour qu'ils réussissent, il ne faut pas leur proposer des tâches impossibles pour eux à l'heure actuelle. Ils sont rendus à un certain niveau dans leur apprentissage. Si on leur demande dès le départ des tâches impossibles à réaliser pour eux, ben, tout ce qu'ils vont avoir, c'est la confirmation qu'ils sont incapables d'accomplir la tâche et peut-être qu'ils ne verront pas la possibilité qu'ils finissent par y arriver parce que là, à ce moment-là, la réussite est tellement loin que ça peut devenir décourageant. Donc, en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant, on peut choisir nos activités d'apprentissage pour qu'elles représentent un certain défi, mais un défi réaliste qui pourra être réalisé. Parce que plus l'élève réussit, plus il va avoir tendance à être motivé dans ce type de tâche dans laquelle il a réussi antérieurement. C'est un petit peu contre-intuitif, je dirais, parce que souvent on dit que la motivation est un préalable à la réussite. C'est-à-dire que pour réussir, il faut être motivé dès le départ. Mais on ne pense jamais au sens inverse de la relation. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre d'études qui montrent que plus on réussit dans une tâche ou dans un domaine, plus on risque d'être motivé dans ce domaine-là. Donc, c'est comme une espèce de relation complexe et bidirectionnelle entre la motivation et la réussite. Mais bref, ça, c'est trois pistes, je crois, qui peuvent contribuer à la motivation des apprenants.